Marie. Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre conférence, notre troisième conférence dédiée à Parcoursup. Donc, je me présente, je suis Madame Bazier-Buclen, la directrice pédagogique de PGE-PGO. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de l'éducation et que j'accompagne, j'ai accompagné des milliers d'étudiants et que je continue à faire avec énormément de plaisir. Ce soir, je suis accompagnée de Déborah Medioni. Déborah, je vais vous laisser vous présenter, ce sera quand même plus simple. Oui, D'accord? bonsoir, bonsoir à Allez-y. tous. Merci de votre présence ce soir. Voilà, donc Déborah Medioni, moi je suis conseillère en orientation. Donc j'appartiens au réseau de conseillers Ton Avenir. Et donc on vous propose des accompagnements, que ce soit dans l'orientation ou dans les accompagnements, dans les inscriptions, Parcoursup ou autres. Voilà, donc ce soir je vais vous présenter le Parcoursup 2024, comment arriver à s'en sortir dans cette plateforme. Parfait. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un institut de préparation au concours d'école de commerce, ingénieur et Sciences Po. On prépare également aussi aux spécialités du lycée, que ce soit les épreuves d'admissibilité qu'on appelle encore épreuves écrites des concours ou encore d'admission pour les oraux. On prépare à tout ça, tout niveau, niveau terminal à niveau bac plus 3. Alors, sans plus tarder, pour qu'on puisse quand même démarrer, on a un petit peu de retard, mais on a du monde qui arrive, donc c'est très bien. Au programme ce soir, donc présentation de la plateforme par Déborah, calendrier des différentes étapes, la stratégie pour optimiser ses vœux, donc quelques scénarios fictifs qu'on vous a préparés, et puis surtout repartir avec une feuille de route et quelques conseils. Et bien évidemment, nous prendrons le temps, après chaque étape du programme, de répondre à vos questions du mieux possible. Donc, on a, allez, à peu près 1 heure et demie devant nous pour répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, il va y avoir peut-être de la redite, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je ferai en sorte, moi, d'y répondre au fil de l'eau quand je ne serai pas en train de, bien évidemment, de présenter certains éléments. Alors, j'ai une petite chose, Clène, on ne vous Oui. voit pas. Ah, Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. non, c'est pas du tout volontaire. J'aurais bien voulu qu'on voit qui je suis. On va démarrer sans, et puis on reviendra avec la caméra quand ça voudra bien fonctionner, mais je pense que le plus important, c'est surtout vous ce soir. Alors, on demande beaucoup si ça va être enregistré. Et ça, je ne sais pas. Oui, la conférence est enregistrée, je vous rassure. Allez, c'est parti. Donc, Déborah, je vous laisse la main. Allez-y. Alors, une petite chose, par contre, je peux les avancer? Non. C'est vous qui les avancez? Oui, j'avance les slides. OK. Alors voilà, donc Parcoursup, donc comme vous le savez, c'est une plateforme qui centralise vos vœux d'inscription post-bac, mais aussi pour les étudiants qui sont en réorientation, c'est-à-dire qui ont déjà commencé des études et qui veulent en commencer d'autres. Attention, ce n'est que pour commencer une première année de quelque chose. C'est pas pour aller en deuxième, troisième année ou master. Pour les masters, nous ont concocté une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master et qui s'ouvrira un peu plus tard. Donc, il y a une grande nouveauté cette année. Alors là, je ne sais pas s'il y a des parents, des élèves qui sont déjà en seconde, qui ne sont qu'en seconde, mais la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir créer son profil dès la seconde afin de pouvoir déjà regarder les formations, regarder les attentes et les prérequis des formations afin de mettre certaines formations d'abord en favori et puis pour pouvoir les retrouver par la suite au moment de votre Parcoursup et aussi de pouvoir aussi voir les attentes pour choisir aussi en connaissance de cause les spécialités à choisir pour la première et la terminale. Donc ça, c'est quand même la grande nouveauté de la plateforme de cette année. Vous trouvez aussi sur cette plateforme, on verra tout à l'heure, des informations sur les formations, des critères d'analyse des candidatures depuis l'année dernière et c'est très très informatif, des chiffres importants comme le nombre de places, les taux d'accès, etc. On va voir tout ça en détail
tout à l'heure, enfin, donc un peu plus tard. On peut avancer, Clem. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur Parcoursup? Des licences et des doubles licences, donc sélectives, non sélectives. Le concours, enfin le parcours d'accès spécifique santé, donc le PASS, et les LAS, les licences avec accès santé. Les CPGE, donc classes préparatoires aux grandes écoles, qu'elles soient scientifiques, littéraires, commerce. Les BTS, les BUT, qui sont donc le nouveau DUT, donc le BUT est maintenant en 3 ans, le DCG, diplôme de comptabilité gestion, le DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design, les IFSI, donc les formations en soins infirmiers, les autres formations paramédicales, type orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, etc. On peut avancer. Voilà. Donc, il y a aussi des licences dites très sélectives, comme Dauphine, les CPES, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, évidemment Sciences Po Paris, qui est rentré aussi sur Parcoursup, les IEP, donc les instituts d'études politiques en province. Donc, il y a les concours communs, Bordeaux, Grenoble, les écoles d'ingénieurs. Donc, je pense qu'il y a sans doute des gens ce soir que ça intéresse. Les écoles de commerce, qui sont regroupées en concours ou pas, certaines formations en hôtellerie, les écoles d'architecture le sont toutes, certaines formations en architecture d'intérieur et en design, pas toutes, beaucoup sont hors Parcoursup, mais sur Parcoursup, il y a celles qui sont visées par l'État ou qui offrent en fait une reconnaissance de l'État. Des écoles de vétérinaire post-bac, qui est quand même une nouveauté de ces dernières années. On peut avancer. Voilà. Donc, concrètement, quand vous allez sur Parcoursup, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, c'est une plateforme où vous avez euh, donc plusieurs façons de rechercher, en fait. Euh, attendez, je regarde, il se passe des choses. Euh, donc, il y a plusieurs façons de rechercher en fait des formations. Soit vous marquez, ici, il y a une formation avec des mots-clés. Exemple, concours Sésame. Voilà. Donc là, vous allez tomber sur toutes les écoles du concours Sésame ou dans toute la France, ici avec la localisation, ou vous localisez dans la région que vous souhaitez. On peut avancer. Voilà. Il y a d'autres façons de chercher. Il y a une barre de recherche sur la gauche. Si par exemple vous cherchez une licence, donc vous cliquez sur licence, par exemple droit, vous cliquez sur droit et vous aurez toutes les licences de droit qui vont s'afficher, que ce soit dans toute la France ou dans une région spécialisée. Normalement, quand vous aurez créé votre dossier, euh, la région qui va s'afficher est la région de votre académie. Donc ça, c'est pour tout ce qui est licence non sélective. Ensuite, pour tout ce qui est sélectif, on a la possibilité de formuler des vœux dans toute la France. Mais vous allez avoir tout de suite un focus sur votre région. On peut avancer. Alors, exemple. Alors là, par exemple, on a cliqué sur Sciences Po Paris. OK? Donc, je pense qu'il y a peut-être des gens ce soir que ça intéresse. Donc, Sciences Po Paris, vous savez qu'il y a plusieurs campus. Donc là, par exemple, on a le campus de Menton. Ici, en fait, vous avez une barre aussi de recherche. Alors, malheureusement, je ne peux pas cliquer dessus, qui explique, qui indique toutes. Oh, ça va trop vite là. Je reviens. Voilà, qui indique toutes les formations que vous pouvez mettre dans le même vœu. Donc, là, on est Sciences Po Paris. Donc, par exemple, ici, vous allez avoir des onglets avec des informations très intéressantes et très importantes pour vous aider, en fait, à choisir des formations. Donc, par exemple, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Alors, on me dit qu'on n'a pas compris.
T'as compris quoi? Concours commun, Bordeaux-Grenoble. Quelqu'un me dit concours commun Bordeaux-Grenoble. Non, c'est ou concours commun, enfin, c'est concours commun. Sciences Po Bordeaux, c'est un autre vœu. Sciences Po Grenoble, c'est un autre vœu. Voilà. Ça veut dire qu'on peut se présenter à concours IEP, on peut se présenter aussi à Sciences Po Paris, on peut présenter aussi Sciences Po Bordeaux, et tout ça, ce sont à chaque fois un vœu en plus. Par exemple, là, j'ai pris une question comme on était sur Sciences Po. On peut avancer Claine. Donc voilà, là, vous avez par exemple la grille d'analyse des candidatures, c'est-à-dire, par exemple, ici pour Sciences Po, vous allez voir qu'ils prennent à 25% euh, les résultats scolaires, 25%, les compétences, méthodes de travail, 25%, savoir-être, motivation. J'ai pris un autre exemple pour vous montrer qu'en fait, chaque formation a une grille d'analyse différente. Par exemple, là, c'était l'IUT technique de commercialisation à Paris. Et vous voyez qu'en fin de compte, pour 35%, ça va être les résultats scolaires qui vont être pris en compte. Le savoir, les compétences, savoir-faire, etc., 10%, savoir-être, motivation, cohérence du projet, 35%. Donc, en fait, il faut vraiment regarder ces onglets hein, afin de savoir qu'est-ce qui va être plus important. Mes notes, donc est-ce que vous avez des bonnes notes, pas des bonnes notes, tout ce qui est projet motivé, tout ce qui est activité centre d'intérêt, donc savoir comment bien remplir euh, votre dossier Parcoursup, en fait. Un dossier Parcoursup, c'est quoi? C'est vos bulletins et tout ce qui est activité centre d'intérêt, qui est comme une sorte de CV, et tout ce qui est lettre de motivation. Grosso modo, c'est ça. On peut, alors, comment évalue-t-on le savoir-être? On évalue le savoir-être grâce à des appréciations dans les bulletins et grâce à la fiche à venir, qui est une fiche qui est remplie par les établissements et qui donne le, on va dire, le niveau d'autonomie, de responsabilité, de travail de l'élève. Voilà. Donc, c'est une fiche qui est en plus des bulletins, qui est remplie par les professeurs de terminale et qui est très importante pour de nombreuses formations. Alors, là, je vous montre par exemple, on va dire le taux d'accès. Vous voyez que on est toujours sur Sciences Po IUT. On voit que Sciences Po Paris, il y a eu par exemple, euh, je ne pense pas que c'est Sciences Po Paris, ça. Du coup, j'ai un doute. Oh là là, c'est compliqué parce que j'arrive pas à cliquer moi. Et du coup, bon, alors, vous avez les compétences et connaissances qui sont attendues pour les formations. Par exemple, vous avez ce qui est très important de voir, par exemple, est-ce que je veux postuler à cette formation, est-ce que j'ai bien les mathématiques? Est-ce que j'ai suivi la spécialité mathématique en première? Si je ne l'ai pas suivi, ben, clairement, vous allez être handicapé pour postuler à cette formation. Et en terminale, voilà, est-ce que j'ai suivi maths et est-ce que j'ai gardé éventuellement maths complémentaires? Si j'ai plus du tout maths, ça risque d'être compliqué. Donc vous avez en fait beaucoup d'informations comme ça sur les euh, formations qui vous permettent de voir si ça vaut le coup en fait hein, de postuler à telle ou telle formation. On peut avancer. Alors concrètement, les dates. 20 décembre, c'était l'ouverture du site. Ça veut dire euh, vous avez pu déjà, et vous pouvez encore, jusqu'au 17 janvier, vous pouvez encore aller voir les formations et vous informer sur l'offre des formations. À partir du 17 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, et jusqu'au 14 mars minuit, vous avez la phase de formulation des vœux. Ça veut dire que le 14 mars à minuit et 1 minute, on ne peut plus rajouter de vœux.
Ça se bloque. Donc, vous avez grosso modo 2 mois pour formuler vos vœux. Ensuite, vous avez encore une phase jusqu'au 3 avril, qui est la phase où on peut finaliser son dossier. Ça veut dire finaliser son dossier, c'est finaliser ses lettres de motivation, finaliser toutes les rubriques qu'il faut remplir, toutes les rubriques activités, centres d'intérêt. S'il faut rajouter des pièces, par exemple, Sciences Po demande des bulletins de seconde, certaines formations vont demander un score d'anglais. Donc voilà, vous avez jusqu'au 3 avril pour finaliser votre dossier. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à le faire le 14 mars, ça veut dire dès le 17 janvier, vous pouvez commencer à faire vos lettres de motivation, etc. C'est juste que le 14 mars, on ne peut plus rajouter de vœux. Ça se bloque. Donc, une fois que le 3 avril, en fait, il ne faut surtout pas oublier, de valider les vœux. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout rempli et que tout est OK et ils n'ont pas appuyé sur la touche valider les vœux. Et dans ce cas-là, leur Parcoursup n'est pas pris en compte. Donc, il faut bien faire attention de valider ses vœux. On ne peut valider ses vœux que lorsque toutes les pièces que l'on attend dans les formations sont incorporées, sont remplies. Souvent, la pièce dernière qu'on attend, ce sont les bulletins du deuxième trimestre, quand on est en trimestre. Parce que c'est toujours fin mars que les établissements euh, vont incorporer les bulletins. Donc ensuite, vous avez une phase qui est, on va dire, celle où, voilà, par exemple, s'il y a des jeunes qui passent les concours de commerce, les concours d'ingénieurs, qui ont des épreuves orales, ça va être pendant cette phase, du 3 avril au 30 mai, qu'ils vont être informés par mail, et non pas via Parcoursup, de leur sélection, de leur admissibilité pour telle ou telle formation, pour passer des entretiens ou pour passer des épreuves. Et ensuite, le 30 mai, commence le début des résultats. Ces résultats vont aller du 30 mai au 12 juillet. Ça veut dire que le 12 juillet, on ne pourra plus, il n'y aura, je veux dire, en théorie, plus de résultats. Il y a 2 choses pendant cette phase. Il y a le 11 juin, c'est le début de ce qu'on appelle la phase complémentaire, c'est-à-dire une phase qui permet de rajouter des vœux ou bien de faire des vœux, carrément, si on a carrément zappé le Parcoursup. Attention, il n'y a en offre que les vœux où il reste de la place. Ça veut dire que, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup moins d'offres. Quelqu'un qui veut faire du droit à Paris, il n'a quasiment aucune chance d'avoir une formation qui va le lui proposer. Et il y a une nouveauté à partir de l'année dernière qui est qu'à partir du 1er juillet, pendant 2 jours, vous allez avoir un moment pour classer les vœux qu'il vous reste. Alors que jusqu'à maintenant, les vœux n'étaient pas hiérarchisés. On avait droit à avoir 10 vœux, il n'y a pas d'ordre. À partir du 1er juillet, il va falloir classer, donc par ordre de préférence, les vœux que l'on a encore en attente. Et donc, ce qu'on appelle les archiver, c'est-à-dire les conserver dans la machine Parcoursup. On peut avancer. Je regarde un peu s'il y a des questions qui portent là-dessus. Ce que je propose, Déborah, c'est de terminer et ensuite on reprendra les questions pour répondre aux questions de la première partie. Ce sera D'accord, plus simple ok. pour nous. Merci. Alors, donc, première étape, inscription du 17 janvier au 14 mars. Il faut une chose pour vous inscrire sur Parcoursup, c'est votre numéro de INE. Ce numéro va se trouver sur beaucoup de bulletins, sur, en principe, vos résultats des épreuves anticipées de première. Donc, vous avez voilà, tout document, on va dire, officiel de l'éducation, vous allez trouver votre numéro d'INE. À partir de ce moment-là, vous allez créer votre dossier, il vous suffit de suivre, et il faut conserver votre numéro de dossier et créer un mot de passe que vous gardez quelque part. Soyez gentils, voilà, parce qu'après, bon, vous pouvez toujours réinitialiser, mais c'est plus simple. Donc, on saisit 10 vœux maximum, non classés, non hiérarchisés. OK? Donc, il n'y a pas d'ordre. Il y a jusqu'à 20 sous-vœux avec
10 vœux maximum par vœu. Ça veut dire que si on met un vœu, je sais pas moi, CPGE commerce, c'est un vœu, on peut mettre jusqu'à 10 sous-vœux. Les sous-vœux, ce sont les lycées. Okay. On a la possibilité de faire 10 vœux supplémentaires en alternance, donc vraiment une autre partie avec 10 vœux supplémentaires en alternance. Donc ça jusqu'au 14 mars minuit. Ensuite, on peut avancer. Donc, comment ça se passe les vœux sur Parcoursup? Parce qu'il y a beaucoup on va dire, d'exceptions, de choses bizarres. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle un vœu multiple. Donc, c'est un vœu avec des sous-vœux. Par exemple, les vœux qui fonctionnent avec des sous-vœux. Parce que parfois, les gens me disent, mais je ne comprends pas, euh, je n'ai pas de sous-vœux. Mais oui, mais si par exemple, on ne demande que des licences, ben, on n'a pas de sous-vœux. En fait, il y a certains vœux qui ne fonctionnent qu'avec des sous-vœux. Les BTS, les BUT, les CPGE, les DNMAN, les DCG. Les DCG sont des vœux qui ne fonctionnent qu'avec des sous-vœux. Ça veut dire on met prépa ECG et les sous-vœux, ben, ce sont les lycées qui proposent la formation. Okay. Par exemple, BTS communication, pareil, les sous-vœux, ben, ce sont les lycées qui proposent les formations. Donc un sous-vœu, c'est un établissement et donc on peut avoir 20 sous-vœux maximum, mais 10 sous-vœux maximum par vœu. Okay. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre 15 sous-vœux pour une prépa ECG. Donc, c'est 10 maximum. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a que 10, voilà, on peut avoir que 10 sous-vœux et ne pas remplir les 20 sous-vœux. On peut avancer. Alors, les autres cas particuliers, c'est par exemple les IFSI, qui sont les centres de formation en soins infirmiers, les instituts d'orthophonie, d'orthoptistes et d'audioprothèse. Donc là, ce ne sont que 5 sous-vœux maximum par filière et non plus 10. Ensuite, les sous-vœux non limités et non comptabilisés, donc en fait, on peut en avoir autant qu'on veut. Ce sont par exemple les concours communs des écoles de commerce et d'ingénieurs, Access, Sésame, les concours Avenir, Puissance Alpha. Ils ont des tonnes d'écoles et ça ne compte pas comme des sous-vœux. Voilà. De toute façon, dès que vous allez choisir des vœux et des sous-vœux, il y a quelque chose qui comptabilise en quelque sorte dans votre page et vous allez voir tout de suite. Donc en fait, donc, les concours communs ne comptabilisent pas de sous-vœux. Les réseaux Sciences Po, donc Sciences Po avec ses 7 campus, on en choisit 2, ça ne comptabilise pas des sous-vœux. Les IEP, donc avec aussi les différentes villes de province, ça ne comptabilise pas. Passe en Île-de-France. Donc, on peut mettre Passe Île-de-France, c'est-à-dire le concours pour intégrer les écoles, intégrer médecine, et on peut mettre toutes les facultés d'Île-de-France, sans comptabiliser des sous-vœux. Et aussi les concours communs des écoles nationales de vétérinaire, qui sont aussi des cas particuliers. Ce qui fait qu'au final, on peut avoir un Parcoursup avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 10 vœux. Si on met des concours à commerce, des concours à venir, des Sciences Po, etc., on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vœux que 10. On peut avancer. Alors, je réponds à une petite question. S'il n'y a pas de INE à l'étranger, exact, vous pouvez cocher une case « Je n'ai pas d'INE ». Et on peut aussi s'inscrire. Veuillez m'excuser. On va juste... Les 20 sous-vœux, bien sûr, c'est pour la totalité du dossier, oui. Alors, où est-ce qu'on en est? Non. Déborah, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. D'accord. Mais il faut remonter, voilà. Non, où est-ce qu'on est? Les cas particuliers. Non, non, non. Voilà, et on était sur les cas particuliers. On descend, ça on a Juste là. fait. Voilà. Alors, deuxième étape, confirmer les vœux, donc jusqu'au 3 avril. Donc 14 mars, on a rempli ses vœux.
On a encore la possibilité jusqu'au 3 avril de compléter son dossier. C'est quoi compléter son dossier? Rédiger une lettre de motivation pour chaque vœu. Cette année, il y aura des formations qui ne les demanderont pas. On ne sait pas encore lesquelles. Déposer tout ce qui est pièces complémentaires. Voilà. Type score d'IELTS, type bulletin en plus, etc. Renseigner la rubrique préférence. Alors, la rubrique préférence est une rubrique qu'on est obligé de remplir et qui demande en fait de faire un choix, de dire quelle est quand même la formation qu'on préfère. Elle n'est pas vue par les formations. Ce n'est qu'en cas de vraiment à la fin si on n'a aucun vœu accepté. Donc, remplir les 4 rubriques, activités et centres d'intérêt, qui est en quelque sorte un CV amélioré. Et donc, il faut confirmer ses vœux avant le 3 avril. Donc, on va aller jusqu'au 3 avril. Je vous conseille quand même de ne pas attendre le 3 avril, 23h50, parce que souvent, les derniers jours, devant l'emballement, ça bug. Et donc, c'est un énorme stress. Souvent, ils rajoutent un jour parce que les gens n'ont pas pu confirmer leur vœu. Donc, si vous avez tout est prêt, je vous conseille de finaliser et de valider dès que tout est prêt, ne pas attendre le dernier moment. On peut avancer. Alors, qu'est-ce que, une fois que, voilà, qu'on a validé ces vœux, les vœux vont être en fait distribués, acheminés vers les formations. Donc, comment les formations examinent les demandes? Donc, d'abord, il y a cette fiche à venir qui est très importante, qui est très souvent, vous le verrez dans tout ce qui est critères d'analyse des candidatures, vous verrez très souvent revenir ce mot fiche à venir. Donc, cette fiche à venir, euh, en fait, est une fiche qui est remplie au 2e trimestre durant le conseil du 2e trimestre ou le conseil du 1er semestre, qui reprend en fait les moyennes des trimestres 1 et 2 de terminale, ça veut dire matière par matière, vous aurez la moyenne du 1er et du 2e trimestre, donc une moyenne. Ensuite, vous avez le rang de l'élève dans chaque matière et le niveau de la classe, c'est-à-dire si la classe est d'un très bon niveau, d'un niveau moyen, ça permet en effet de mieux situer le niveau d'un élève. C'est-à-dire que, évidemment, si on a 16 et que on est l'avant-dernier de sa classe, bah, en effet, c'est qu'il y a un problème. Si on a 16 et qu'on est le premier de sa classe, ben, ça veut dire autre chose. En fait, une note veut un peu tout dire. Le fait de voir le rang et le niveau de la classe permet de mieux apprécier le niveau de l'élève. Donc, dans cette fiche à venir, il y a aussi des appréciations des professeurs, des indications sur vos méthodes de travail, autonomie, engagement citoyen, engagement au niveau du lycée, et l'avis, c'est-à-dire si pour chaque vœu, vous allez avoir l'avis du conseil de classe, ça veut dire s'il donne un avis favorable, très favorable, ou s'il a un avis réservé pour votre réussite dans tel ou tel vœu. Donc, il est important d'aller discuter souvent euh, avec le professeur principal qui souvent s'occupe euh, de, de, de l'orientation et de lui expliquer votre projet. Ensuite, qu'est-ce qui est pris en compte dans votre dossier? Ben, les bulletins de première et terminale. Donc, les 3 bulletins de première, les 2 premiers de terminale. Les notes des épreuves anticipées de français. Donc, français, écrit, oral. La note, enfin, la matière que vous avez abandonnée en première, tout ça est indiqué sur Parcoursup. Il y a également les lettres de motivation, les rubriques activités et centres d'intérêt et tous les autres éléments qui peuvent être demandés, type score de langue principalement, quand c'est demandé. Hein. Évidemment, il n'y a pas d'endroit où rajouter, par exemple, on a un IELTS, on voudrait le mettre dans son dossier,
Il n'y a pas d'endroit pour rajouter des pièces complémentaires, sauf si la formation le demande et adjoint enfin, voilà, un onglet pour mettre une pièce complémentaire. Alors là, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug parce que c'est pas dans le bon ordre. Mais bon. Juste, voilà, parce qu'on est là. Euh, Exemple, on veut faire une licence d'économie-gestion à Assas. Vous voyez bien que ce qui va compter, c'est pour 92% vos résultats scolaires. Donc en fait, vous comprenez bien que même si c'est une licence dite non sélective, ils vont quand même vous sélectionner sur vos bulletins, sur vos notes. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois que les gens disent qu'ils ne comprennent pas votre présentation. Déborah, le temps qu'on remette la présentation, puisqu'on a un blocage, on ne sait pas d'où ça vient, vous Ah, nous excusez. d'accord. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez reprendre peut-être les questions? Ah oui, d'accord, j'avais Voilà, pas comme vu ça, ce sera plus simple et ça qu'il nous y laisse avait le temps de un. voir d'où vient le problème. Merci. D'accord, j'ai Et compris. merci pour ceux qui essaient de nous aider en distanciel. On teste tout, mais on est bloqué sur l'écran. Voilà. Et D'accord. rassurez-vous, de toute façon, le support, bien évidemment, vous sera envoyé par mail. Merci. Alors, est-ce que les vœux et tous les documents nécessaires doivent être envoyés en même temps? Ah, c'est-à-dire, vous le complétez au fur et à mesure et à partir du 3 avril que vous allez valider, hein, tout va partir. Donc, en fait, vous avez le temps de compléter durant du 17 janvier au 3 avril. Alors, tout ça compliqué. C'est un peu de détail. Euh, Pris dans cette licence. Comment trouver une licence non sélective pour être certain d'être pris dans cette licence? Ben, il n'y a aucune certitude. Quand c'est sélectif, ça veut dire qu'il faut avoir de toute façon des bonnes notes. Sur Parcoursup, on ne va jamais vous dire il faut avoir telle ou telle note. C'est un petit peu ce qui est compliqué, hein. Donc en fait, on va vous dire c'est sélectif, mais c'est quoi une bonne note? C'est un petit peu ce qui est difficile à. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parfois ne se retrouvent avec rien parce qu'ils ont fait un Parcoursup, on va dire, trop ambitieux. Ne mettre que des formations sélectives, évidemment, est un risque. Maintenant, évidemment, si on a 18-19, bon, on peut le tenter. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir, de jauger soi-même euh, du niveau attendu. Alors, l'affectation à l'université en fonction de la région d'origine, en effet, toute licence non sélective est soumise à la région, en tout cas à l'académie. Par exemple, alors ici à Paris, on a trois académies, Paris, Versailles, Créteil. Aujourd'hui, ces trois académies sont regroupées en une seule et même académie. Ça veut dire que l'on habite, je ne sais pas, à Boulogne, on dépend de Versailles, on peut postuler à Paris, on peut postuler dans les universités de Créteil. Ok. Maintenant, si on habite à Paris et qu'on veut postuler à Marseille, on ne va pas être prioritaire. S'il y a de la place, on va pouvoir être pris. Et inversement, si on est à Marseille et qu'on veut postuler à Paris, en licence non sélective, je dis bien, on n'est pas prioritaire. Pour tout ce qui est licence sélective, il n'y a pas de zone géographique, donc on peut postuler dans toute la France. Alors, euh, comment on obtient la fiche à venir? Vous ne l'obtenez pas, elle est mise sur Parcoursup par le lycée et vous n'allez pas voir ce qu'il y a écrit dessus avant les résultats. C'est un peu dommage. Donc, en fait, c'est débloqué à partir du 30 mai cette année. Avons-nous accès? Non, donc vous aurez accès plus tard. Sont censés avoir reçu leurs identifiants. Il n'y a pas d'identifiant. C'est à vous à créer votre dossier avec votre numéro d'INE et de conserver votre numéro de dossier. Bien sûr, vous avez toujours accès à vos favoris. Évidemment, c'est fait pour.
Alors, ce sont les lycées. Quand vous êtes en lycée public, ce sont les lycées, évidemment, qui mettent les bulletins sur Parcoursup. Donc, les 3 de première, les 2 de terminale. En principe, dans les lycées sous contrat, ce sont aussi eux qui saisissent les bulletins. Il y en existe qui ne le font pas. Dans ce cas-là, c'est à vous à le faire. Évidemment, c'est quand même vérifié. Quand vous êtes en lycée hors contrat, en général, c'est à vous de le faire. La fiche à venir, ce sont des grilles. Il y a une grille et il y a aussi qui est remplie, pas de la main, mais voilà, machine, quoi. L'inscription concours Sésame Access, oui, se fait bien via Parcoursup. Sciences Po, un vœu. IEP, un vœu. Concours commun, c'est concours commun IEP. Donc, Sciences Po, un vœu. IEP, concours commun, un vœu. Fontainebleau, qui est un nouveau Sciences Po, un vœu. Bordeaux, un vœu. Grenoble, un vœu. Et vous avez aussi des doubles diplômes qui peuvent être encore des sous-vœux. Vous avez Sciences Po, double diplôme avec la Sorbonne, c'est encore un vœu. Donc voilà, on peut avoir beaucoup de vœux si on veut faire tous les Sciences Po de France. Mais si on veut déjà faire Sciences Po avec les 7 IEP, ben, c'est un vœu. Donc, il n'y a pas de sous-vœu. Pour une fac de droit, c'est une fac, un vœu. Euh, c'est pas fac de droit, Paris, et on met toutes les facs. Donc, droit à SAS, un vœu. Droit à la Sorbonne, un vœu. Droit à Paris, un vœu. Droit à l'Institut catholique de Paris, un vœu. Donc, à chaque fois, c'est un vœu. Et il n'y a pas de sous-vœu. Oui, Sésame, ce sont des vœux illimités, vous pouvez mettre les 15 écoles. Dans chaque école, il y a des programmes différents. Vous pouvez tout mettre, il suffit de cocher et cela ne compte aucun sous-vœu. Les BTS, non. BTS, je ne sais pas, management, là, ce sont les lycées, ça sera des sous-vœux. Les BUT, pareil, ça fonctionne en sous-vœux. Les bachelors, non, c'est un bachelor, un vœu. Comment le conseil de classe peut-il connaître nos vœux? Eh bien, il les connaît parce que il a accès au Parcoursup de leurs élèves. Ça veut dire que normalement, au deuxième conseil de classe, pendant le conseil, ils vont sur Parcoursup et ils voient les vœux des élèves. Et c'est comme ça qu'ils peuvent donner leur avis. Mais en général, déjà en amont, l'élève a eu normalement des rendez-vous avec son professeur principal qui est chargé de l'orientation. Il y a des moments qui sont dédiés à l'orientation pendant lesquels ils peuvent aller sur la plateforme et s'entretenir avec leur prof pour qu'il leur donne aussi des conseils. Et surtout, il faut que l'élève explique aussi son projet. Évidemment, si on demande une licence de droit et qu'on a plusieurs universités, la lettre, évidemment, c'est la même. Parce qu'en fait, chaque formation n'a que la demande qui la concerne. Ça veut dire que les formations n'ont pas accès à tout votre Parcoursup. Ils n'ont accès qu'à leurs demandes qui les concernent. Donc, ils ne savent pas que vous avez postulé partout. On sait qu'une licence est sélective ou pas parce que c'est écrit en gros. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. On peut postuler à un BUT en dehors de son académie car les BUT ne sont pas sélectifs. Donc on peut postuler évidemment dans toute la France. Je change de lycée entre-temps. Entre-temps quoi? Est-ce que les professeurs de mon ancien lycée feront quand même un compte-rendu de mes résultats? Ben, ça dépend du temps. Je ne peux pas vous répondre parce que si c'est pendant l'année de terminale, c'est compliqué. Si c'est entre la première et la terminale, la fiche à venir ne concerne que la terminale. Donc, tout dépend. Alors, quand on vit à l'étranger, euh, ça dépend. Si vous êtes en France, à l'étranger, type dom-tom, oui, vous avez
des universités rattachées, en quelque sorte. Chaque dom-tom a une académie de rattachement. Si vous êtes, je ne sais pas, dans des lycées français, dans n'importe quelle partie du monde, vous n'avez pas de zone géographique. Ça veut dire que vous pouvez postuler dans toute la France. Moi, j'ai eu des gens que j'ai suivis qui étaient au Vietnam, au Brésil, ils peuvent postuler partout. La différence entre une licence sélective et non sélective, c'est qu'une licence sélective, on peut vous refuser. Une licence non sélective, on ne peut pas être refusé. Mais dans les faits, on peut ne jamais être pris. Car si, je prends exemple des licences de droit, vous avez des 12, des 15 000 demandes pour 800 places, évidemment, tout le monde ne va pas être pris. A-t-on un recours sur cette fiche à venir? Non, absolument pas. Il faut pouvoir aller parlementer un petit peu avec les professeurs. La fiche à venir existe pour les Français à l'étranger, oui, mais pas pour les cursus étrangers. Si le lycée fonctionne par semestre, il n'y a que le premier semestre de terminale qui est mis sur Parcoursup et donc il s'arrête fin janvier. Une double licence, c'est un vœu. Pour la prépa D1, on a prépa D1 et les lycées, ce sont des sous-vœux. Comme la prépa D1, c'est une CPGE, une prépa. Déborah, je vais juste rajouter, pour ce qui concerne le concours Accès et Sésame, c'est un vœu et ensuite vous devez cocher en fonction des écoles qui vous intéressent. C'est important, hein. Que ce soit Access ou Sésame, c'est vous qui faites le choix des écoles sélectionnées. Il n'y a pas de stratégie. La vraie stratégie, c'est quelle est l'école de vos rêves, j'ai envie de dire, hein, quelque part, celle que vous avez, les écoles en tout cas qui vous intéressent sur les 2 banques d'épreuves proposées. On va répondre aux 2, 3 dernières questions et ensuite on va poursuivre sur la présentation, Déborah. Oui, Voilà. pour enchaîner sur Access et Voilà. Sésame, une seule lettre de motivation par concours. Donc, à moins de ne postuler que pour une école, ce qui est rare, ne pas mettre l'accent dans la lettre sur une école, mais parler des écoles en général. Bon, ça, j'ai déjà... Les inscriptions sont payantes. Certaines inscriptions, il y a certaines, par exemple Sésame, Access, sont il y a des frais d'inscription. Voilà, on a quand même répondu à... Il n'y a pas d'ordre de préférence pour Access. La dernière question, il n'y a pas d'ordre de préférence sur Parcoursup. En fait, je crois que les slides ont été... Un petit peu bougé? Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Ah, ok. On va peut-être passer à la 4e étape, hein, sur les résultats à partir du 30 mai. OK. Donc, à partir du 30 mai, donc dans cette période 3 avril, 30 mai, pour ceux qui passent, encore une fois, je répète, pour ceux qui passent les concours, par exemple, ou qui ont des épreuves, euh, euh, par exemple Sciences Po, etc., vous avez des résultats d'admissibilité. Et donc, c'est pendant cette période du 3 avril au 30 mai que vous allez être euh, informé de votre passage pour des entretiens de motivation. Donc, il faut quand même avoir renseigné une adresse mail sur Parcoursup qui est consultée régulièrement. Franchement, je ne conseille pas de mettre l'adresse mail d'un enfant qui va jamais voir ses mails. Vraiment, parce qu'il y a une adresse référence et ensuite l'adresse des parents. Donc, faites bien attention à l'adresse que vous mettez. Donc, à partir du 30 mai, vous allez commencer à avoir les résultats. Ne vous inquiétez pas si le premier jour, vous n'avez rien. C'est souvent le cas quand on postule pour des formations où il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et le système tourne, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Une formation sélective, c'est-à-dire une formation où on peut être refusé, type CPGE, donc prépa, BTS, BUT, double licence, on peut être refusé. Ou on peut être admis, ou on peut être en attente. Si je suis admis, je vais être obligé, même si je n'ai que un oui, je vais être obligé de dire si j'accepte ce vœu ou si j'y renonce.
Et pour ça, vous allez avoir euh, une date qui est écrite vraiment en grand, on ne peut pas le louper. Vous devez répondre avant tel jour, telle heure. Si on ne répond pas, le vœu s'en va. Donc, même si on a un vœu, on doit dire j'accepte ou je renonce. Et si on est en attente, bon ben, on attend. OK? Si c'est une formation non sélective, on peut être admis ou en attente. Ou parfois on peut avoir oui si remise à niveau. Bon, bref, ça c'est vraiment des raretés, hein. Et donc on ne peut pas avoir de refus. Voilà. On peut avancer. Il faut toujours répondre. Voilà. Donc, ils ne font que raccourcir le temps. Hein, il y a quelques années, on avait 5 jours pour répondre. Aujourd'hui, au début, enfin l'année dernière, on n'avait que 3 jours. Donc, et puis, plus ça va, plus on n'a plus que 2 jours. Puis à la fin, plus ça avance dans le temps, fin juin, début juillet, on n'a plus qu'un jour pour répondre. Donc, il faut quand même être assez réactif. Un délai non respecté entraîne la suppression de la proposition d'admission. Je ne vous conseille pas de vous dire, bon, mais ce vœu, je ne le veux pas, donc je ne réponds pas. C'est pas grave. Ça peut, si vous faites ça plusieurs fois, vous pouvez vous retrouver dans la situation où tous vos vœux en attente vont être éliminés. Moi, j'ai vu souvent ça, des gens qui n'ont pas répondu tout simplement parce qu'en fait, ils veulent pas le vœu, donc ils se disent, bon, ben, je réponds même pas que j'y renonce, et après, ils se retrouvent sans aucun vœu en attente. Donc, si vous avez un problème comme ça, vous faites une mauvaise manip, vous mettez pas tous les vœux en attente, il y a un, une petite, enfin, une petite étiquette, enfin, un petit onglet, contact. Vous cliquez dessus, et vous pouvez envoyer un mail à la plateforme. Il faut le faire rapidement. Et en général, ils sont assez réactifs. Et voilà, vous expliquez, j'ai renoncé à mes vœux alors que non, je me suis trompée en choisissant, je me suis trompée de vœux, vous leur envoyez. Et en général, ils vous remettent ce que vous voulez. Mais évidemment, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas le faire 3 jours après. On peut avancer. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Je reçois une proposition. Donc, il faut bien accepter en conservant les vœux en attente, ou je renonce en conservant les vœux en attente, ou j'accepte définitivement si j'ai le vœu, voilà, mon vœu que je veux et que je l'ai enfin, ou bah, moi, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui, dès le premier jour, avaient le vœu qu'ils voulaient, bah, ils acceptent définitivement, et voilà. Donc, je reçois plusieurs propositions. Là, je suis obligée de choisir. C'est-à-dire que je ne peux jamais me retrouver avec plusieurs oui. Je peux avoir des vœux qu'on me propose, je dis oui, et si j'en ai 2, 3, 4, je suis obligée de choisir entre les 2, 3, 4. Ça veut dire que à la fin du temps qu'on m'accorde pour répondre, je ne dois plus avoir qu'un seul vœu. Et donc, c'est en fait un système qui, on garde toujours le préféré en fonction des réponses positives que l'on a. Si on ne reçoit que des réponses en attente, ok. Donc dans ce cas-là, bah, évidemment, j'attends que des places se libèrent. Okay. Il y a une remise à jour qui est quotidienne. Tous les jours dans la nuit, c'est remis à jour. Donc voilà, on y va une fois par jour, on regarde. Et je vérifie donc ma place dans la liste d'attente, comment est-ce que ça évolue. Et il y a un indicateur qui est vraiment celui qui permet de savoir si on a une chance ou pas d'être intégré. On a l'indication, en fait, c'est un peu compliqué quand on n'a pas le visuel. Euh, vous avez en fait un rang. Ça veut dire que vous avez un numéro de rang dans chaque formation. Vous allez avoir un numéro de rang qui ne bouge pas. Par exemple, il y a 1000 places dans la formation et moi, je suis rang 500, exemple. Et ça, vous allez le voir, c'est écrit. Et vous allez voir le rang du dernier qui a été pris l'année dernière. Donc, si le rang du dernier qui a été pris l'année dernière, c'est 200 et qu'on est 500, on se dit, on a quand même peu de chance. Si le rang du dernier qui a été pris l'année dernière, c'est 800 et qu'on est 500, ben on se dit qu'on a une chance. Ça permet de voir plus que la place dans la liste d'attente, la chance que l'on a d'intégrer telle ou telle formation. On peut avancer.
À partir du 11 juin, comme je vous l'ai dit, et jusqu'à mi-septembre, hein, parce que ça va jusqu'à mi-septembre, en fait, on a ce qu'on appelle la procédure complémentaire. Ça veut dire, par exemple, je n'ai reçu que des réponses négatives. On a fait un Parcoursup qui correspond clairement pas à son dossier, ni à ses notes, ni à ses matières, ni à rien. Dans ce cas-là, on peut euh, faire des vœux, 10 vœux supplémentaires via la procédure complémentaire. Donc, ce sont des vœux euh, que l'on ne peut choisir que parmi des formations où il reste de la place. Donc, évidemment, il y en a beaucoup moins. À partir de début juillet, et si je n'ai aucun vœu accepté, on peut saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui étudiera votre dossier et essaiera de vous proposer une formation au plus près de vos attentes, de votre projet. Euh, et c'est, en fait, c'est dans la case ma préférence dont je vous parlais au début qu'il faut expliquer son projet en mettant comme un petit ordre, euh, en hiérarchisant, en mettant par exemple son vœu principal. Euh, et c'est en fait la commission qui ira étudier. Bon, c'est rare, hein, mais ça existe, qu'on doit saisir la commission d'accès quand on n'a aucun vœu accepté à partir du début juillet. On peut avancer. Donc ensuite, évidemment, il faut faire l'inscription administrative, donc accepter son vœu définitivement, s'inscrire dans la formation choisie. Donc ça, c'est, voilà, si le 12 juillet, j'ai le vœu voilà, le dernier vœu que j'ai accepté est un vœu que je veux. Donc dans ce cas-là, on accepte définitivement et on va s'inscrire. Mais il y a la possibilité également, comme je vous l'ai dit, à partir du 1er juillet, on va pouvoir classer les vœux par attente et donc les archiver. Et c'est une façon en quelque sorte, d'être toujours dans la course, même pendant l'été, même au mois de juillet, même au mois d'août. Et il y a très souvent des jeunes qui se retrouvent avec une place qui s'est libérée fin août parce que il y a des gens qui ne valident pas, qui ne viennent pas, qui au final partent à l'étranger, etc. Donc il y a tous les ans des possibilités très tardives. Donc je veux juste attirer votre attention sur le fait de classer les vœux. S'il vous reste 3 vœux à classer, par exemple, ok? Il faut faire très attention. Vous allez mettre vœu numéro 1, vœu numéro 2, vœu numéro 3. Si par hasard, vous avez votre vœu numéro 2 qui est accepté ou vous êtes pris, automatiquement votre vœu numéro 3 s'en va. Ce n'est pas vous qui allez dire j'y renonce, il va partir automatiquement. Donc il faut bien faire attention à l'ordre que l'on va mettre et non pas, parce que c'est arrivé que des gens peut-être classent en fonction des chances qu'ils ont de l'avoir ou du rang qu'ils ont ou de la liste d'attente. Il faut vraiment le classer en fonction de votre volonté. Voilà, on peut avancer. Alors, ça c'est vous, je crois. Je vais peut-être voir un peu. On continue ou je regarde un peu les questions? Comment vous voulez faire, Claire? On vous entend pas. Enfin, moi non. Je vous entends pas. Est-ce que je suis la seule? Euh, on continue. OK. Alors, je ne sais pas si c'est Claire, on ne vous entend pas. Claire, on ne vous entend pas. Alors, je prends des questions. Alors, euh,
Et couper pour tous, donc écrire. OK. Alors, je vais prendre les questions. Un vœu Access, un vœu César. Oui. Alors, si j'ai plusieurs oui et j'en accepte un, les autres sont perdus. Non. Il faut bien dire j'accepte, mais je conserve les vœux en attente. Il y aura des petites croix à cocher pour dire les vœux que l'on souhaite conserver. Que faire si on est en attente sur l'école préférée et admis dans une école moins intéressante? Ça arrive tous les jours. Ben, on prend l'école qu'on aime moins. Pour le moment, on va la prendre. Et puis, on va conserver les autres. Et au fur et à mesure, en espérant que le vœu préféré se débloque. Oui, c'est ça. Si on accepte un vœu en conservant les autres, on peut refuser plus tard si on a un autre vœu meilleur. Ça veut dire on choisira le vœu meilleur. Hum, Les questions, c'est les mêmes, en fait. Et pour le téléphone, bon, c'est rare qu'ils vous téléphonent, mais ils peuvent envoyer des SMS euh, quand il y a des nouveaux, des, 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 des vœux qui sont acceptés. Donc, vous pouvez recevoir des SMS. Donc, vous pouvez mettre le vôtre ou celui de votre enfant, mais c'est surtout les mails qui sont importants parce que euh, euh, quand on est convoqué pour des entretiens, etc., ça va être par mail. Attention, pour Sésame et Access, je parle de ça parce que voilà, PGO euh, prépare aussi pour ce genre d'école. Quand on s'inscrit sur Parcoursup pour Sésame et Access, on va s'inscrire, on va payer ses frais d'inscription, on va choisir ses écoles, etc. Mais il faut aussi aller créer son espace candidat sur le site Access et le site Sésame. Et c'est aussi via cet espace candidat que vous allez pouvoir voir les écoles que vous avez réussi à l'écrit et pouvoir choisir les dates pour passer les oraux. Donc, il y a l'inscription sur Parcoursup et il y a aussi l'espace candidat sur chaque site. Voilà, donc commence à accéder à son espace Parcoursup avec son numéro de dossier et son mot de passe. Je suis sûre qu'on peut garder un vœu en attente après en avoir accepté un autre. Oui, sûr, sûr, sûr. Est-ce que Sésame tient compte de notre région? Absolument pas. C'est un concours qui n'a qu'une, qu'une sélection géographique. Voilà. Moi, j'ai répondu pleine. Oui, je suis là. Ok. Normalement, vous m'entendez maintenant. Il nous restait peut-être encore quelques questions, ou sinon, c'est des questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, même question que Guébasco, ben, je ne sais pas. Que penser des bébés? Ah, ça, c'est une question trop vaste, là. On est dans Parcoursup. C'est une formation en 4 ans, c'est un bachelor, c'est très différent d'une formation en 5 ans, d'un master. Donc, après, c'est personnel. Ce sont des formations plus courtes, mais qu'il faut poursuivre avec un master la plupart du temps. Donc, ça dépend l'école, hein, évidemment. C'est sûr qu'un bon BBA vaut peut-être mieux qu'un moyen master. Ça va être aussi en fonction de chaque élève, le fait de devoir se remobiliser à la fin du BBA pour passer un master, repasser des sélections, des épreuves, etc., n'est peut-être pas à la portée de tous les étudiants. Donc, il faut y réfléchir.
Je vais rajouter, puisque cette question nous a été posée à plusieurs reprises, effectivement, comme l'a dit Déborah, le choix d'un BBA se fait en fonction de vos envies. Là, le BBA ouvre plutôt sur des programmes à l'international. On est sur un format de diplôme à l'américaine, à l'anglophone, et sur les formations en 5 ans, c'est bien en 5 ans. Là, vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, mais l'ADN du BBA, c'est l'ouverture à l'international, c'est ce qu'il faut retenir. Après, c'est comme, je dirais, toutes les formations auxquelles vous allez postuler sur Parcoursup, il va falloir aller faire des recherches, participer aux journées portes ouvertes, se renseigner et voir ce qui est complètement en adéquation avec votre projet académique et votre projet professionnel plus tard, même si je sais aujourd'hui, à date, que certains n'ont pas encore une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. En attendant, c'est déjà à court terme savoir où est-ce qu'on souhaite se diriger au niveau académique. Quelle est l'importance de PIX sur Parcoursup, Déborah? Il y a un onglet où on peut mettre des résultats comme ça, mais il n'y a aucun. On peut le mettre si on veut dans sa lettre de motivation, on peut le mettre, mais il n'y a aucun endroit où il faut mettre son résultat PIX. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est particulièrement demandé. Voilà. Mais on peut toujours, ce sont des plus, comme si on a, je ne sais pas, un score d'anglais, un IELTS, un TOEFL. Il n'y a nulle part, comme je l'ai dit encore, il n'y a aucun endroit pour intégrer comme ça des informations qui ne sont pas demandées. PIX n'est absolument pas demandé, hein, par exemple. Aucune formation, à ma connaissance, ne demande le score PIX, mais on peut toujours, voilà, le mettre si on estime que ça peut être un plus pour la formation que l'on demande. Tout à fait. Alors, les sportifs de haut niveau, oui, c'est intéressant. Il y a des formations qui sont spécialement, il y a certaines formations qui sont spécialement euh, pour les sportifs de haut niveau. Donc, par exemple, Dauphine a des places pour les sportifs de haut niveau. Il y a beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui ont des, on va dire, des quotas. Donc, en fait, c'est une formation qui est à part dans Parcoursup. Alors, juste, on essaye de satisfaire un peu tous les participants et de répondre à vos questions parce qu'il y a des questions qui sont très pertinentes et je pense que ce soir, c'est ce que vous êtes venus chercher. On va aborder la stratégie, mais très sincèrement, la stratégie, c'est encore une fois vous donner des clés et des outils. On ne vous dira pas personnellement quelle est votre stratégie, enfin la stratégie que vous devez adopter. Il s'agit de quelque chose d'assez généraliste et je vais aller très rapidement là-dessus. Moi, quand je vois des questions sur, par exemple, quand est-ce qu'on lit les concours Sésame Access, à mon avis, ça me semble important d'y répondre. Donc, le concours Access aura lieu le 11 avril pour les écrits et le 15 pour le concours Sésame. Voilà, pour ce qui est d'Access. Donc, on est bien d'accord que Access, c'est un vœu et Sésame également, c'est un vœu. Je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Et ensuite, vous sélectionnez les écoles que vous souhaitez. Sans sous-vœu. Sans Sans sous-vœu. sous-vœu, c'est important de l'avoir en tête. Une dernière question peut-être. Peut-on tenter une licence à Dauphine pardon, avec 13-14 de moyenne? Il y a très peu de chances de l'avoir. Si vous avez, il vous reste un vœu à mettre et vous avez envie de le tenter, j'ai envie de dire, allez-y. Je veux dire, ça coûte rien. Voilà. Mais j'ai jamais vu de 13-14 de moyenne. Enfin, il faut voir, Dauphine, c'est les maths, hein, donc il faut avoir vraiment beaucoup plus que ça en maths. Voilà. Toute dernière question. Je ne comprends pas la différence entre choisir les écoles au sein des concours et sans sous-vœu. Peut-être qu'on pourrait redonner un exemple de formation avec des sous-vœux. En fait, attendez, je vais la lire. Entre choisir les écoles au sein du concours et sans sous-vœu. Alors, en fait, ça ne comptabilise pas des sous-vœux. C'est ça, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on peut choisir dans les concours Access, bon, il y a 3 écoles, donc ça va vite. Et dans le concours Sésame, il y a 15 écoles, avec chaque école qui propose des programmes différents, anglophones, francophones, relations internationales. Il y a plein de programmes pour chaque école. Donc au final, on se retrouve avec énormément d'écoles. Euh, et en fait, ce n'est, dites-vous que ça n'est pas un sous-vœu. Dites-vous tout simplement que ça n'est pas un sous-vœu. Donc, ne pensez même pas à les comptabiliser.
Donc, c'est pas sans sous-vœux, c'est voilà, c'est pas des sous-vœux. Oui. Il y a beaucoup de vœux qui ne fonctionnent pas avec des sous-vœux. Et ça, c'en est pas en fait, parce que ça n'est pas comptabilisé. Merci Déborah. On va enchaîner puisque certains, je le vois, sont pressés. Merci, merci. Et pour ceux qui souhaitent, on répondra à la suite des questions en fin de présentation. Donc, on va maintenant passer à la partie stratégie. C'est peut-être un gros mot, le terme stratégie, mais dans l'idée, c'est de vous expliquer qu'il est important sur Parcoursup de maximiser vos chances en effectuant un maximum de choix possibles, en essayant de varier et les formations sélectives et les formations non sélectives. Bien évidemment, l'objectif derrière ça, c'est de donner la priorité à vos choix, je dirais, principaux. Il n'y a pas de stratégie à avoir, hein, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas de hiérarchisation de vœux, sauf à la toute fin, si j'ai bien compris, Déborah, au mois de septembre. Mais là, en attendant, vous mettez vraiment toutes les formations qui vous intéressent. Bien évidemment, en corrélation avec les spécialités que vous avez choisies cette année et le projet que vous avez envie de mener. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, hein, de ne pas partir dans tous les sens, hein, de rester focalisé sur vos projets. Vous pouvez avoir des spécialités différentes, hein, et avoir des choix de formation différentes. Ça ne change pas, vous voyez. Mais il faut que ce soit cohérent en fonction des deux spécialités que vous avez choisies. Déborah en a parlé tout à l'heure, et pour nos étudiants qui sont inscrits chez nous, on refera fin mai une dernière conférence, hein, sur comment choisir intelligemment ses vœux. C'est important, on souhaite, hein, vraiment vous rassurer. C'est un petit peu tout l'objectif aussi de toutes les conférences qui ont été menées, hein, qui sont des conférences en complément de ceux qui sont inscrits chez nous, de ce qu'on propose en termes de préparation. Mais c'est d'essayer de vous accompagner du mieux possible, hein, et de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, c'est vraiment important de bien confirmer vos vœux lorsque, au moment où vous allez devoir choisir, de le faire, et surtout de ne pas passer à côté, quoi. Alors, toujours sur l'aspect vœux, donc choisissez des vœux sécurité, des vœux où vous savez que, par exemple, sur certaines licences, hein, vous avez des taux d'accessibilité à 100%. Ne mettez pas que des vœux sélectifs, sinon ça risque d'être compliqué. On est d'accord, hein, Déborah, l'objectif, hein, excusez-moi du terme, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied, hein, mais c'est surtout le faire de manière stratégique, hein. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, des vœux qui correspondent à des formations rêvées, quitte à qu'elles soient sélectives, hein, par exemple des DUT ou des prépas ou des doubles licences, mais c'est important d'y aller et vraiment de ne pas vous limiter. Finalement, en résumé, c'est un petit peu des vœux entre les deux, hein. Parcoursup est une mine d'informations. On l'a vu en préambule, vous avez la possibilité de faire des recherches en fonction de différents critères. Tout y est. Les 23 000 formations, vous avez accès à toutes les informations, aussi bien en nombre de places, si la formation est sélective ou non sélective. Ça, par contre, bien évidemment, c'est à vous de prendre le temps de scruter, de consulter la plateforme. Vous avez vous aviez déjà la possibilité d'accéder à la plateforme en décembre, et là, à partir de mercredi, si je ne me trompe pas, vous allez pouvoir commencer à saisir vos vœux, mais avant ça, bien évidemment, établir, travailler le projet et bien sélectionner les formations qui vous intéressent. Alors, ici, je vous ai fait un exemple. On a construit un exemple fictif. On va y passer très rapidement parce que vous avez aussi d'autres exemples, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de la manière dont vous pourriez, attention, hein, dont vous pourriez effectuer vos vœux. Là, je me suis mis dans la peau d'un élève qui souhaite réaliser ses études dans le domaine du commerce. Donc, il a plusieurs possibilités de choix de vœux. Donc, soit se dire, moi j'ai envie de poursuivre mes études à la fac, et auquel cas j'ai la possibilité de formuler des vœux sur des licences, licence éco-G ou licence administration économique et sociale. Vous voyez, sur Parcoursup en Sèvres, vous avez toute la liste des licences en fonction des académies. Donc là, j'ai pris un exemple fictif, hein, mais avec de vrais taux d'ailleurs. Enfin, sur Parcoursup, ça vous montre, voilà, le taux d'accès à 78% par exemple pour cette licence, et celle d'en dessous 66%.
Ce sont des licences non sélectives, pas de réponse non possible, mais en revanche, vous pouvez quand même être sur liste d'attente. Est-ce que ça, Déborah, vous le confirmez? Je veux juste être certaine. Pardon-moi. Euh, on peut être sur liste d'attente. Attendez, j'étais en train de répondre aux questions. Qu'est-ce Oui, que... je poursuis, mais on peut être sur liste d'attente, même sur des formations qui sont a priori non sélectives. Ah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ensuite, toujours mon étudiant d'école de commerce qui souhaite continuer, poursuivre ses études en école de commerce ou dans le domaine du commerce, bien évidemment. Donc là, on peut faire un troisième, quatrième vœu, cinquième vœu. On s'intéresse aux instituts catholiques, notamment celle de Lille, pourquoi pas. Donc allez-y, faites également ce vœu. Donc vous voyez là, vous avez déjà différentes entrées dans ce domaine-là qui est le commerce. Il y a de très bonnes formations à la catholique. Oui, exactement, tout à fait. Il y a une offre de formation, franchement, qui est très, très Qui est intéressante. très riche et académiquement très intéressante, hein, et aussi sur certaines filières, du coup, sur certaines voies quand même sélectives, hein, notamment tout ce qui tourne de la licence éco-gestion, hein, par exemple, qui a un taux de 36% d'entrée. Toujours sur ce même exemple, donc différentes manières d'intégrer l'école de commerce, donc on en a parlé puisque certains nous ont posé des questions à ce sujet. Je souhaite rentrer tout de suite dans le vif du sujet des écoles de commerce et j'ai la possibilité de candidater au concours Access Sésame qui me donne la possibilité d'effectuer un parcours en 4 ans, donc les fameux BBA ou alors un parcours en 5 ans de grade master. Donc là, je suis sur mon choix 6 et 7 de vœux. Ici, il n'y a pas de sous-vœux, je le répète. Vous choisissez ce que vous voulez. Toujours sur le même exemple, mon vœu numéro 8, ça peut être partir sur un BUT. Donc, par exemple, un BUT GEA, donc en 3 ans à la fac. Donc là, j'ai la possibilité soit de candidater. Par contre, là, vous voyez, vous avez les sous-vœux. Donc la possibilité de candidater à l'IUT de Lorraine, de Calais, peu importe. Mais j'ai la possibilité aussi de choisir cette voie d'orientation. Alors, Qui d'ailleurs, pour les BUT, à la fin de la 3e année, vous avez pendant la 3e année, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de passer ce qu'on appelle les concours en admission parallèle. Vous avez la possibilité de passer ces concours pour intégrer une école de commerce, soit du top 5. Donc, quand je dis top 5, c'est de HEC à l'EM Lyon, l'EDEC, ou alors du top 10 qui regroupe, je dirais, les 10 meilleures écoles de commerce de France. Vous souhaitiez rajouter, Déborah? non, je voulais dire que justement, en fait, les taux d'accès permettent de différencier en fait la, bah, la sélectivité. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis, c'est le principe, mais on voit bien qu'un BUT, voilà, qui soit à Paris, c'était 13% de taux d'accès et en Lorraine 80%, le niveau, il va être le même, en fait. Donc, c'est vraiment par rapport à l'attractivité de la région, hein. Donc, il faut Exactement, tout à fait. multiplier les demandes, surtout dans ce genre Ouais. de vœux très sélectifs. Enfin, pour un élève qui souhaite, enfin presque on y est, vœu numéro 9. D'accord. Donc là, vous avez la possibilité de candidater à ce qu'on appelle au CPGE, donc classe prépa. Pour quelqu'un qui souhaite encore se muscler académiquement, mais qui n'a pas tout de suite envie d'intégrer une école de commerce, ou je pourrais aller plus loin, même une école d'ingénieur, on ne verra pas l'exemple ce soir, mais vous le verrez, on vous l'a préparé, vous avez la possibilité de candidater aux classes préparatoires. Donc là, la CPGE va compter comme exemple ici, ECG comme un vœu, et ensuite, vous allez devoir effectuer des sous-vœux en fonction du lycée auquel vous candidatez. Voilà. Donc là, ici, on est bien évidemment sur un choix de formation beaucoup plus sélective, voilà, pour ceux qui souhaitent s'orienter sur cette voie-là. Après, à vous de prendre le temps de regarder quelles sont les classes préparatoires qui vous intéressent et faire votre choix en fonction. Enfin, sur cet exemple, le vœu numéro 10, pour poursuivre des études dans le domaine du commerce, vous avez aussi la possibilité de faire un petit peu plus court, par exemple, en vous engageant en 2 ans, en faisant un BTS.
Voilà. Donc là, c'était un exemple fictif, encore une fois, j'insiste, de stratégie qu'on pourrait avoir sur Parcoursup. Nous avons fait le même exercice sur d'autres profils. Cette fois-ci, vous avez vu sur le premier exemple, on était à Paris, on est parti. Ensuite, on vous a fait un exemple sur Nantes. Et surtout, vous verrez au fur et à mesure de la présentation, on vous a fait aussi un exemple sur Sciences Po pour les gens qui souhaiteraient candidater à Sciences Po et quelles sont les autres formations à côté auxquelles vous pourriez, en complément, vous pourriez candidater. L'objectif, de toute façon, et je pense, Déborah, vous serez d'accord avec moi là-dessus, c'est d'avoir une ouverture et de ne pas se contenter que d'une ou deux formations. Vous avez 10 vœux à effectuer. Le champ des possibles, entre guillemets. Et je pense qu'à l'époque où, par exemple, il y avait, si je ne me trompe pas, un peu plus de vœux, c'était même compliqué pour certains, finalement, de sélectionner l'ensemble des vœux dont ils avaient la possibilité, finalement. Avant les 10 vœux, depuis maintenant 2 ans, je crois que c'était un petit peu plus de vœux que ça. Ah non, 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 par contre, Ça a ça a toujours été 10 vœux? deux. Oui, oui. D'accord. Ou c'était par rapport aux sous-vœux? Il y avait quelque chose autour de ça. Bref, dans tous les cas, ça vous permet de réaliser un certain nombre de choix. Donc, faites le maximum. On a parlé tout à l'heure de la fiche Avenir. Je rappelle, la fiche Avenir, elle est complétée par le chef d'établissement et les professeurs. Il vous reste un trimestre. Donc, autant vous dire qu'il faut tout donner sur cette deuxième partie de l'année. Donc, tout compte, aussi bien les notes, les évaluations sur le travail que vous fournissez, votre investissement, votre engagement. Plus vous êtes investi, plus vous avez des retours positifs et mieux c'est pour votre dossier. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette partie-là. Et puis moi, je vous invite aussi à faire le travail suivant. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est de vous rendre aux journées portes ouvertes des écoles, si vous le pouvez, que ce soit en présentiel ou en distanciel, puisqu'aujourd'hui, pas mal d'écoles font des conférences en live. N'hésitez pas aussi, quand vous allez dans les écoles, à échanger avec les ambassadeurs, donc les étudiants qui sont dans l'école, posez-leur de vraies questions. Pas simplement des questions, des réponses que vous pouvez retrouver par exemple sur Parcoursup, mais la vie en école, comment ça se passe pour chercher des stages, est-ce qu'on est accompagné, l'alternance, en quelle année j'ai la possibilité de faire de l'alternance, comment se passent les cours de manière générale, aussi l'entente entre les élèves. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Vous n'avez peut-être pas les retrouver sur Parcoursup. Il faut vraiment aller auprès des écoles et vous renseigner. Alors vraiment, Et j'insiste. j'insiste sur les journées portes ouvertes. C'est vrai que je pense à l'année du Covid où les portes ouvertes n'existaient plus. Ça a été très difficile pour les jeunes, en fait, au moment des résultats, qui avaient le choix entre plusieurs écoles, de choisir. Parce que je trouve que quand on va dans les écoles, on arrive à se projeter ou pas. Et ça aide beaucoup dans le choix final sur Parcoursup, surtout qu'on peut avoir quand même pas mal d'écoles. Je pense au concours Sésame. Donc, d'être allé déjà voir les écoles, c'est vraiment une aide énorme, surtout qu'après, ça va vite dans Parcours pour répondre et vous n'avez pas le temps d'aller visiter toutes les écoles. Donc, essayez quand même d'en faire le maximum, en tout cas celles qui vous plaisent vraiment. Exactement, tout à fait. On va s'arrêter là pour la feuille de route et les derniers conseils qu'on souhaitait vous donner. On va répondre aux dernières questions et ensuite on va vous libérer. Alors, on peut mettre toutes les écoles du concours Sésame, oui. Ça maximise les chances, oui. Après, oui, oui. Alors, est-ce qu'on reçoit une notification suite à la validation d'un vœu? Euh, oui, il me semble qu'on reçoit, vous avez validé les vœux. Oui. Alors, il
Il ne faut pas classer ses vœux par ordre de préférence, non. Une fois passé le concours Sésame, les résultats sont gérés par l'espace personnel, en fait, hein, du candidat. Car il ne se passe rien sur Parcoursup du 3 avril au 30 mai. Ça veut dire que c'est via l'espace candidat, comme je vous ai dit, qu'il faut ouvrir pour chaque concours. Et c'est là que vous aurez accès à votre admissibilité, donc si vous avez réussi les écrits, et les dates, vous choisirez les dates où vous passerez les oraux. Le taux d'accès correspond à un taux d'accès personnalisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le taux d'accès, c'est en fonction des demandes. Enfin, voilà, par exemple, il y a eu 10 000 demandes pour tant de places. Donc, on voit si c'est très sélectif ou pas. Qu'est-ce qui compte dans la localisation? L'adresse du domicile ou l'adresse du lycée pour le cas des parents divorcés? Alors, en fait, j'ai envie de dire, ce n'est pas tellement vous qui décidez, c'est le lycée. En fait, c'est l'adresse que vous avez donnée au lycée. Et c'est eux qui vous inscrivent au baccalauréat. En fait, l'adresse de domiciliation est celle euh, avec laquelle le lycée vous a inscrit au bac. Donc, tout dépend de l'adresse que vous avez donnée. Avec ou sans internat, ça fait pas de sous-vœux. Ça veut dire pour les prépas, que ce soit les prépas littéraires, scientifiques ou commerce, on peut demander dans le même sous-vœu avec ou sans internat. Et ça ne comptabilise pas un sous-vœu en plus. Avoir assisté aux journées portes ouvertes d'un établissement a-t-il un quelconque effet sur la sélection des étudiants? Non. C'est pas parce que vous allez mettre que j'ai assisté à la journée porte ouverte qu'on va vous prendre. Ce qui est intéressant pour assister aux journées portes ouvertes, c'est de pouvoir, j'ai envie de dire, personnaliser votre lettre en disant qu'est-ce qui vous plaît dans telle ou telle école, en mettant en avant justement peut-être les particularités de telle ou telle école que vous aurez pu voir en fait qu'en allant à la journée porte ouverte. Et c'est en fait en justifiant. Moi, j'ai toujours dans une lettre, il faut pas seulement dire ah ben je suis autonome, je suis bon élève. Il faut toujours justifier avec des exemples. Donc en fait, c'est des exemples, c'est des impressions que vous aurez eues pendant cette journée porte ouverte. C'est euh, d'avoir discuté avec tel ou tel professeur, etc. C'est ça qui aura un effet. Et non pas j'ai assisté à la journée porte ouverte, qui en fin de compte pourrait être vrai ou faux. Et je vais rajouter, Déborah, vous avez tout à fait raison. Euh, le fait de vous rendre aux journées portes ouvertes, donc vous allez glaner des informations pour Parcoursup, mais pas que. Pour ceux qui préparent les concours, par exemple, que ce soit Sciences Po Paris, vous êtes admissible sur dossier, vous passez l'oral, forcément, vous allez expliquer quelles sont vos motivations et le projet que vous avez envie de construire enfin, au sein de Sciences Po. C'est parce que vous aurez eu des informations peut-être un peu plus précises en vous rendant et en échangeant avec les étudiants. Pareil, pour ceux qui préparent les concours ingénieurs, par exemple, le concours Advance, vous avez un entretien de motivation. Si vous êtes rendu sur les journées portes ouvertes de certaines écoles, c'est un plus lors de votre entretien de motivation. Et je vais dire la même chose pour ceux qui se préparent au concours d'école de commerce. Donc, il y a d'un côté Parcoursup et le projet motivé, et de l'autre côté, c'est aussi anticiper un petit peu la préparation à l'oral. Et je vais même aller plus loin, anticiper aussi votre grand oral. Voilà, sur le projet d'avenir. Qui n'est plus dans le grand oral, Il n'est malheureusement. plus dans le grand oral cette année. Voilà. Alors, quid de l'année de césure dans Parcoursup? Alors, l'année de césure, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez décidé de partir à l'étranger après votre bac, euh, j'ai envie de dire, on ne fait pas de Parcoursup. Enfin, vous pouvez en faire un et ne pas le valider. Un par sécurité et ne pas le valider. Une année de césure, demander une année de césure dans Parcoursup, c'est quoi? C'est postuler à des écoles, OK? Alors, il faut l'annoncer en fait. Il faut annoncer dans Parcoursup, je compte faire une année de césure quand vous faites votre dossier. Il y a un endroit où on peut mettre césure. Et dans ce cas-là, si on vous prend,
dans l'école, l'école sait que vous allez venir que l'année d'après. En fait, c'est une façon de vous garder la place. Mais toutes les écoles, toutes les universités ne sont pas d'accord en fait pour vous garder la place. Donc c'est un petit risque ou pas. Maintenant, on peut très bien, parce que j'ai eu pas mal de questions qui portaient sur cette année où on aurait, par exemple, on serait parti 6 mois à l'étranger, on aurait fait, je sais pas, 6 mois d'humanitaire, on aurait fait un service civique. À ce moment-là, évidemment, l'année d'après, étant donné qu'on n'a validé aucune année, on n'a pas validé de crédit académique. Donc, on repart sur Parcoursup l'année d'après. Et donc, il y a un endroit où on va falloir mettre qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année, en fait. Donc, il va falloir expliquer qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année de césure, mais qui n'a pas été, qui est un choix personnel. C'est juste que cette année, euh, il faut expliquer, faut pouvoir la valoriser sur Parcoursup en expliquant ce que vous avez fait. On va prendre encore une dizaine de minutes pour répondre aux dernières questions. Le troisième trimestre ne compte pas dans Parcoursup, en effet. Alors, les justificatifs de PAI, PAP, pardon, aménagement. Ah, Il me semble alors, qu'il y a une rubrique ça, spécifique sur Parcoursup. non. Alors, il y a écrit, est-ce que vous êtes en situation de handicap? Ça fait partie, on va dire, de toute la partie administrative du début, quand on doit renseigner son nom, etc. Êtes-vous en situation de handicap? Oui ou non, mais on ne demande rien d'autre. Tout comme la question d'après, c'est êtes-vous sportif de haut niveau? Oui ou non. Il n'y a, euh, il n'y a rien après, quand vous êtes en situation de handicap, par exemple, ils vont vous dire de contacter le référent handicap de la formation que vous aurez que vous aurez intégrée. Il n'y a rien de particulier en fait à ce niveau-là. Si vous avez un tiers-temps, etc., et que ça, vous devez le voir avec le concours. Par exemple, si vous passez un concours, c'est à voir avec le concours. Mais ça n'est pas du tout pris en compte dans Parcoursup. Il y a juste écrit, je suis en situation de handicap, oui, non. Et ensuite, avoir contacté le référent handicap de la formation. C'est tout. Il n'y a pas de choses particulières. Et pour faire suite à ce que vous venez de dire, on a une question. Est-ce que cela peut être pénalisant d'avoir un PAI? A priori, non. Enfin, ça ne devrait pas être pénalisant. Ben, Pourquoi ça le serait? non, Vous non. avez le droit à ce temps. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de raison. Oui, mais si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui va postuler dans des formations où il n'y a pas d'épreuve, euh, de toute façon, Ça ne change rien. ça Ben, change rien. Voilà. là, c'est vous avez votre tiers-temps si vous passez des épreuves d'admissibilité ou des épreuves orales, voilà, en fonction de la formation. Donc, ce temps vous est alloué, mais il n'y a pas lieu de pénaliser un étudiant, un candidat qui a un tiers-temps. Non, absolument pas. C'est prévu pour, hein, de toute façon. Exactement, tout à fait. Sinon, le dispositif ne serait pas présent. JPO, pourtant, vous dites qu'il y a une lettre unique pour toutes les écoles, Sésame, et idem pour Access, donc pas possible de personnaliser la lettre en fonction de l'école. Non, parce que là, il va falloir, si vous choisissez plusieurs écoles dans les concours, oui, alors vous me dites, Déborah, si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, il faut généraliser la lettre. Maintenant, si sur le concours Access, vous candidatez qu'à l'ESCA ou sur le concours Sésame au bébé ad schema, dans ces cas-là, là, oui, vous personnalisez. Encore une fois, on revient à toutes les questions de stratégie et bien adapter, bien agencer tout ça. Pour accéder au Sésame, peut-on mettre des lettres de motivation en anglais pour les bachelors à dimension internationale? Non, mais si ça vous est demandé, oui, mais si ce n'est pas le cas, non. Encore une Alors fois, moi, je dis souvent qu'il faut prendre des pincettes et pas rajouter des éléments qui ne vous sont pas demandés. enfin, comme il n'y a qu'une lettre, de toute façon, ça n'a pas tellement de sens, à moins qu'on ne postule que dans les programmes anglophones. Voilà. Encore une fois, il y a des formations type Dauphine Londres
on va vous la demander la lettre en anglais. Type ESCP, le bachelor de l'ESCP qui est tout en anglais, il faut faire une lettre en anglais. Il y a des formations où la lettre est demandée en anglais. Même certaines licences de la Cato de Lille qui sont en anglais. Là, on va vous demander l'ESPOL, je pense à l'ESPOL, école de relations, école de sciences politiques, où ils vont demander des lettres en anglais. Mais pour les concours Access et Sésame, je ne l'ai jamais vu. Il y a par contre, par exemple, le programme ESSEC, qui, quand on postule à certains programmes, le programme, par exemple, où on va à Singapour, États-Unis, il demande un IELTS 7, et ça, il faut le mettre, il faut l'envoyer à part il y a une adresse où l'envoyer. Donc, il y a des particularités. C'est vraiment quand on vous le demande, il faut donner quelque chose. Mais sinon, en effet, comme dit Klein, ça ne sert à rien, en fait, de Aucun rajouter intérêt. des choses. Voilà. On va répondre aux dernières questions. Donc, s'il vous plaît, si on peut s'arrêter sur les questions, vraiment pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc, on vient de répondre sur le PAI. Le PAI fonctionne pour n'importe quelle candidature à partir du moment où vous avez des épreuves écrites, quoi. D'accord? Si on veut postuler à tous les IEP de Sciences Po, est-ce que cela correspond à un vœu ou plusieurs? Un vœu. Un vœu Si c'est tous les IEP du concours commun, commun. attention, un vœu. Si on veut postuler à l'IEP de Bordeaux, c'est un vœu en plus. L'IEP de Grenoble, c'est un vœu en plus. L'IEP de Fontainebleau, c'est un vœu en plus. Donc, IEP concours commun, un vœu. Bah, ça, vous savez, si PAI, est-ce que c'est une situation de handicap? En fait, une situation de handicap, c'est d'être à la MDPH, quoi, à la maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, c'est vous qui le savez. Je ne sais pas quelle est quelle est la situation, pourquoi vous avez un PAI, en fait. Alors, pour répondre à la question, où peut-on passer l'IELTS? Je pense, c'est ça qui est demandé, le test d'anglais, parce que je ne connais pas le IELS. Peut-être que c'est autre chose. Bah, l'IELTS se passe principalement sur le site du British Council. Exactement, tout à fait. Donc, sur le site du British Council, attention, attention, pour passer le passage de l'IELTS, il y a très, très peu de dates. Donc, il faut vraiment s'y prendre en amont, aussi bien si vous recherchez une préparation et surtout, avant même de trouver la préparation, déjà, réservez votre date de passage. Alors, justement, bah, j'en profite, j'ai un... Alors, oh mince, où est-ce qu'il est? Un nouveau centre qui a ouvert Mhm. et qui propose justement de passer des IELTS beaucoup plus vite. Ah, ça, c'est super, ça. Oh, mais mince, mince. Où est-ce que je l'ai mis? Je pensais pas... Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire un mail et Déborah, vous pourrez m'envoyer Ouais, ouais, je vais vous donner nom je vous le le nom chercherai. du C'est site. un nouveau centre qui donc est conventionné par l'IELTS et qui propose vraiment des dates très rapides avec des résultats très rapides. Et franchement, quand j'ai découvert ce nouveau centre qui est dans Paris, vers la Bastille, je trouve que c'est très, très intéressant pour avoir des résultats rapides. Et on trouve des dates là dans la semaine, quoi. Oui, parce que c'était surtout ça la difficulté avec l'IELTS. Ah oui, Et souvent, on se retrouvait avec des candidats qui candidataient à des bachelors, par exemple, et qui devaient présenter dans le dossier l'IELTS, sauf que les dates de passage étant déjà passées, c'était compliqué. ça y est, je l'ai retrouvé. Ça s'appelle Touchstone, donc Touchs. Je vous laisse l'écrire sur le chat, hein, peut-être, hein, Déborah, ce Ouais, sera plus ouais, simple. voilà. Merci. Ouais. Et en attendant, je vais répondre. Ah, bah, quelqu'un nous l'a mis, c'est Touchstone Education. Merci. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, C'est tout fait. oui, les informations du webinaire vous seront transmises par mail dès demain, ainsi que le support. Et je rajouterai quelques éléments d'ailleurs sur la partie feuille de route, en complément suite aux questions que j'ai pu avoir là, on a pu avoir là. Merci Mounia. Une collègue, une collègue. On va juste terminer avec une dernière question qui relève des formations. Les licences de droit sont non sélectives, mais si notre région n'a pas d'université reconnue, existe-t-il des licences de droit sélectives?
car si on ne veut faire que du droit, le champ est réduit. Ah oui, il y a une région sans licence de droit Ça me paraît dans toute surprenant, la mais région. Enfin, je sais pas, je découvre. Après, évidemment qu'il y a des licences de droit sélectives type à la Cato de Lille, à la Cato de Paris. Donc, ce sont des universités privées donc, qui proposent des licences de droit sélectives. Après, il y a aussi des doubles licences qui sont sélectives. Euh, et dans ce cas-là, vous pouvez aussi, je pense, postuler dans d'autres licences de droit, dans d'autres académies. merci Déborah. On va s'arrêter là. Pour ce qui est de la question, pouvons-nous vous contacter? Donc, pour ceux qui sont inscrits chez nous, le replay vous sera envoyé par mail, mais pour nos inscrits, tous les supports seront également disponibles sur votre espace e-learning. On vous fera partir un mail en fin de semaine dans la rubrique documentation, la fameuse rubrique dont on demande beaucoup. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et vous aurez les coordonnées de Déborah si vous souhaitez la contacter directement. Donc ça c'est faisable. Et enfin, moi de mon côté, si vous avez des questions un petit peu plus personnelles, alors bien évidemment, il faut que ce soit sur les concours Sciences Po, ingénieur ou encore école de commerce. Bien évidemment, je prendrai le temps d'y répondre, soit par mail ou par téléphone, mais aussi lors de nos stages intensifs qui débutent en février, où on a l'opportunité de voir nos étudiants et là, on est pleinement disponible. Un grand merci à tous. Quant à moi, je peux vous aider évidemment dans toute votre procédure Parcoursup euh, et quelles que soient les formations, évidemment. Merci Déborah. Un grand merci à tous. Merci pour votre patience et pour la bienveillance de certains qui nous ont envoyé des messages très chaleureux. C'est jamais facile. On a un nouveau studio et c'est vrai que on a encore du mal à prendre un petit peu la main sur tous les outils, mais ma foi, il faut s'adapter. Voilà, comme on dit, hein, il faut faire preuve d'agilité et on espère que notre dernière conférence sera parfaite et nous n'aurons pas de bugs techniques. Voilà, encore une fois, notre objectif, c'était avant tout de vous donner un maximum d'informations. Je crois que ça fait 8 ans que je suis au sein de l'Institut et l'ADN de PGE, c'est l'accompagnement, c'est l'envie de partager et c'est ce qu'on avait simplement, voilà, vraiment en toute simplicité, envie de faire ce soir. Il ne s'agissait pas d'une conférence de haut vol dans le sens où, voilà, c'est en famille. Donc, on espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions et si vous en avez par mail, n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci Déborah Merci à et vous. merci à tous. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.